sur les cours de Jean-Phi pour un court chapitre consacré au théorème de Stone-Weierstrass. Donc là, on a deux mathématiciens. Tout d'abord, Weierstrass, 19e siècle, allemand, quelqu'un qui est très productif, qui a démontré plein de résultats en matière de nombres réels, d'intégration, séries convergentes uniformément, déterminants, etc. Et le mathématicien Marshall Stone, américain, 20e siècle, lui aussi assez productif. Lui travaille en topologie générale, en espace de Hilbert, analyse fonctionnelle, théorie des ensembles, et c'est lui qui va généraliser le théorème de Weierstrass. En fait, Weierstrass a démontré son théorème pour des fonctions continues sur un segment AB à valeur dans R. Et avec Stone, on passe à des fonctions définies sur un compact à valeur dans C. Voilà, alors voilà deux énoncés possibles des théorèmes. Donc la version de Weierstrass, toute fonction continue de AB vers R est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales. Et puis la deuxième, la version de Stone-Weierstrass trigonométrique, toute fonction d'optique périodique continue est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales trigonométriques. Voilà. Alors on a déjà démontré les deux dans le chapitre sur les séries de Fourier. Là on va montrer en fait un peu plus que ces deux-là. Et on va commencer par un lemme. On définit les fonctions un sur 0,1 par un, c'est la fonction constante, et la fonction un plus 1 est définie à partir de un par cette relation un plus 1 de x égale un de x plus 1 demi de x moins un carré de x. Alors la suite un est positive croissante et converge uniformément vers la fonction racine carrée. Démonstration, un supérieur ou égal à u, on le démontre par récurrence, c'est vrai pour n égale 1. Supposons que ce soit vrai à l'ordre n, je vais assez vite parce que c'est facile. Là je factorise ce truc-là. Et puis, donc du coup je factorise ça, ce facteur de wx qui est égal à ça. Et je remarque qu'on a supposé que un de x était inférieur ou égal à racine de x. Donc ça va être inférieur ou égal à 2 racines de x sur 2, c'est-à-dire à racine de x. Et donc ça va être supérieur ou égal à 1 moins, racine de x. Enfin, disons que racine plus, alors ça c'est inférieur ou égal à ça, et du coup w est supérieur ou égal à 1 moins racine de x. Et ça c'est positif sur 0,1, d'accord? Donc wx est positif. Wx est positif, ça c'est positif, donc racine carrée de x moins un plus 1 de x va être positif, quel que soit x, et donc un plus 1 est inférieur ou égal à u, et donc c'est vrai à l'ordre n plus 1, et par le théorème de récurrence c'est toujours vrai. On va montrer un supérieur ou égal à 0 par récurrence, c'est encore plus facile. U1 qui est égal à 0, est toujours supérieur ou égal à 0. Supposons que un soit positif, x moins un carré, c'est ça, d'accord? Et donc là, j'ai ça qui est positif, ça qui est positif, et je viens de démontrer que ça c'est positif. Donc ça c'est positif. Donc ça c'est positif, et comme ça c'est positif, la somme va être positive. Donc un plus 1 est positif. Là je me suis trompé, c'est... Donc oui c'est ça, non c'est bon. C'est bon. Donc un plus 1 est toujours positif, et donc par le théorème de récurrence, j'en déduis que un supérieur ou égal à 0 est toujours vrai, quel que soit n appartenant à n. De plus, un plus 1 est supérieur ou égal à un, parce que je viens de démontrer ça. Un plus 1 de x est supérieur ou égal à un de x, quel que soit x. Donc j'ai bien ça. Donc la suite un est croissante. Quel que soit x appartenant à 0, 1, j'ai ça. Je fixe x là si vous voulez. Et la suite un est croissante. Donc un de x est croissant, est inférieur ou égal à u de x, donc croissant majoré, donc convergent. De limite wx qui appartient à R. Donc ça définit une fonction w sur 0,1 à valeur dans R.
Et quand je prends cette relation de récurrence et que je fais tendre n vers plus infini, ça tend vers Wx, ça aussi, et ça aussi. Et donc les deux s'annulent et j'obtiens que ça est égal à 0. Autrement dit que W carré x est égal à x. Mais comme les UN sont positifs, W va être positif. Et donc j'obtiens que Wx est égal à racine carrée de x, quel que soit x appartenant à 0,1. Donc ça veut bien dire que la suite UN tend vers converge simplement vers la fonction u, donc la fonction racine carrée. Alors maintenant, pour la continuité, la fonction racine carrée est évidemment continue. U0 qui est constante est continue. Supposons que UN soit continu. Cette relation-là nous montre à ce moment-là que tout est continu. Donc UN plus 1 est continu. Et par le théorème de récurrence, les UN sont donc continus. La convergence uniforme, enfin, les fonctions UN et la fonction U sont continues sur le compact 0,1 de R. Et la suite UN est croissante. D'accord? Donc elle est croissante et converge simplement vers la fonction U. D'après le théorème de Ligny, la convergence est uniforme. Nous voyons un théorème qu'on peut appeler de Stone-Weierstrass, d'ailleurs je crois que c'est Stone qui l'a démontré, qui est plus général que les deux qu'on a vus avant, et qui va impliquer les deux qu'on a vus avant. ED est un espace métrique compact, A est sous-algèbre de l'algèbre des fonctions continues de E vers R, on suppose que A contient les fonctions constantes et sépare les points de E. Ça veut dire que quel que soit xy appartenant à E, dès que x est différent de y, il existe une f appartenant à A, telle que f de x est différent de f de y. Alors A est dans CER, et on a pris comme norme sur cet espace vectoriel la norme de la convergence uniforme. Alors on peut le prendre parce que E est compact. Algèbre A sur un corps K. Donc c'est un espace vectoriel avec une loi interne multiplicative, qui est bilinéaire et qui vérifie ça. Le deuxième est souvent automatique parce que c'est souvent commutatif, et puis ça. Sous-algèbre A' de A, c'est un sous-espace vectoriel de A qui vérifie ça, et donc qui va vérifier automatiquement ça. Ici, on a l'espace vectoriel, enfin l'algèbre, on a un R espace vectoriel qui est C de R, et puis si on prend FG appartenant à CEF, la fonction FG est continue évidemment, donc elle appartient, et puis l'opération, c'est évident, vérifie ça, parce que les réels vérifient ça. Lemme 2. Alors, parce que je considère que c'était le lemme avant le lemme 1. F appartenant à A implique que valeur absolue de F appartient à A bar. Alors, l'adhérence de A. Démonstration, la fonction nulle appartient à A, parce que c'est un sous-espace vectoriel. Et donc, comme elle appartient à A, elle appartient à bar. Supposons que f maintenant soit pas nul. Et donc, je pose A égale norme de f qui va être strictement positif. Et je définis la fonction Vn à partir des fonctions Un que j'ai vues avant. Je rappelle que les Un, c'était ça. Par x appartenant à E de Un en f de x au carré sur A2. Alors évidemment, il faut vérifier que ça, c'est entre 0 et 1. Et comme f de x en valeur absolue est inférieur ou égal à A, f de x sur A appartient à 0,1, donc au carré ça fait ça appartient à 0,1. Vn est bien défini. Alors Un converge uniformément vers U, donc on a ça, quel que soit x, et donc ça veut dire que la valeur absolue, si je remplace x par f de x sur A, valeur absolue, non, si je remplace par f de x au carré sur A2, d'accord, donc ici, racine carrée de ça, eh bien ça va faire ça, parce que A est positif, d'accord. Et donc j'obtiens que UN
ça va me faire en fait Vn, oui, je vais obtenir que Vn moins ça est inférieur à epsilon puisque j'avais ça. Un de ce truc-là moins racine de ce truc-là va être en valeur absolue inférieure à epsilon quel que soit x. Bon, alors maintenant, ça c'est continu puisque f est continu. Donc en fait, le fait d'avoir ça quel que soit x, ça m'implique que pour le sup c'est inférieur à epsilon, autrement dit que la norme de Vn moins ça est inférieure ou égale à epsilon. Donc j'en déduis que Vn converge vers la valeur absolue de f sur a dans ça. Alors maintenant, u0 est une fonction polynomiale, et si je suppose que un en est une, alors grâce à la relation ici, si un est un polynôme, là j'ai x qui est un polynôme, un est un polynôme, je vais obtenir encore un polynôme. Donc par récurrence, un est toujours une fonction polynomiale. Donc un va être de ces formes-là. Donc maintenant, si je prends Vn de x et un en ça, donc je remplace mes x par ça. Donc ça va faire ça. D'accord? Et donc, alors ça, eh bien, f appartient à A qui est une algèbre. Donc tout ça, ça appartient à A. Vn appartient à A, quel que soit n appartenant à une étoile, d'accord? Et Vn tend vers cette fonction-là, qui appartient à CER, et donc ça veut dire que cette fonction-là appartient à l'adhérence de A. Donc ça appartient à l'adhérence de A. Et donc en multipliant par A, je vais avoir que cette fonction appartient à l'adhérence de A parce que A est un R espace vectoriel. Donc quand je multiplie par A bar, je veux dire. Donc je reste dans A bar. Oui, si A est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel d'un autre espace, ici c'est CER, alors l'adhérence est aussi, on l'a déjà montré plein de fois ça, est aussi sous-espace vectoriel. Voilà. Eh bien, j'ai démontré donc ce résultat. Suite de la démonstration, on va remarquer d'abord que l'adhérence de A est une sous-algèbre aussi, parce que on sait déjà que c'est un sous-espace vectoriel. Si on prend deux éléments de A, on sait qu'il y a des suites qui tendent vers F et G, les suites de A. Fn multiplié par Gn appartient à A parce que c'est une algèbre. Et on va utiliser le fait que l'application qui a UV fait correspondre U croix V. Alors U et V, c'est des fonctions continues de E vers R. Cette fonction, elle est continue parce qu'elle est bilinéaire et que norme de U croix V est égale à sup de ça. Et ça, c'est inférieur ou égal au produit des deux sup, c'est-à-dire à norme de U fois norme de V. Donc en fait, on a ça. Donc F fois G et appartient à l'adhérence de A. Et de plus, si on a H qui appartient à l'adhérence, bon, il y a aussi une suite qui tend vers H. Et comme on a ces égalités, en passant à la limite, on a celle-là. Et idem pour l'autre. Et puis enfin, pour la troisième égalité qu'il faut avoir, on a ça, on passe à la limite. Et donc on voit que l'adhérence est une sous-algèbre. Donc on peut appliquer le résultat précédent. On remplace A par son adhérence. F appartient à l'adhérence de A, implique que valeur absolue de F appartient à l'adhérence de l'adhérence, c'est-à-dire à l'adhérence de A. L'M3, si on a des FK appartenant à l'adhérence, alors le sup et l'inf appartiennent à l'adhérence. Par récurrence, c'est évident pour n égale 1. Si n égale 2, ben, on dit qu'on a ça. On remarque que f plus g appartient à A bar, puisque A bar est un sous-espace vectoriel. F moins g, c'est pareil, on applique le lemme précédent, donc ça appartient à bar. Et donc, ensuite, comme on fait la somme, eh bien, on obtient que le sup appartient à bar. Et on suppose que c'est vrai à l'ordre n. On remarque que le sup de f1 jusqu'à fn plus 1, c'est le sup de f fn plus 1, où f est le sup des f1 jusqu'à fn. On applique l'hypothèse de récurrence, f appartient à bar, mais fn plus 1 appartient à bar. Donc, d'après ce qu'on vient de voir dans le cas n égale 2, sup de f fn plus 1 appartient à bar, donc le sup appartient à bar. Théorème de récurrence, donc implique que le résultat est toujours vrai. Pour l'inf, on n'est pas obligé de refaire la même chose, c'est facile. Hein. Il suffit de remplacer avec moins au lieu de plus.
mais on remarque que c'est moins sub des GK, où les GK sont les opposés des FK, qui appartiennent eux aussi à la barre, puisque c'est une algèbre. Donc l'inf appartient à la barre. L'M4, si on a x, y appartenant à E est différent, alpha, bêta appartenant à R, alors il existe f appartenant à A, tel que f de x égale alpha, g de x égale bêta. Démonstration, comme A sépare x, y, il existe g appartenant à A, tel que g de x est différent de g de y. On cherche f de la forme lambda g plus k, lambda k appartenant à R. Donc dire que f appartient à A, parce que ça c'est une fonction constante, donc ça appartient à A, et que g appartient à A. Donc comme c'est une algèbre, ça appartient à A. Dire ça, ça équivaut à dire que lambda g de x plus k est égal à alpha, et lambda g de y plus k est égal à bêta. Bon, ben, il y a une solution unique. Enfin, les inconnus, c'est lambda et k. Le déterminant ici, c'est g de x moins g de y qui est différent de 0. Donc ça équivaut à dire lambda est égal à alpha moins bêta sur g de x moins g de y. Et puis, bon, bah, le k, c'est alpha moins lambda g de x. D'accord? Et donc, bah, ça y est, on a trouvé alpha et bêta. Et donc, le résultat est alpha et k, je veux dire, lambda et k. Et donc, le résultat est obtenu. Suite et fin de la démonstration. J'ai f qui appartient à CER, je prends epsilon positif. Alors, première partie, je fixe x appartenant à E. Et je prends un y appartenant à A. Montrons qu'il existe une fonction hy appartenant à A, vérifiant ça. C'est évident, c'est y égale x en prenant la fonction constante, donc elle appartient à f de x, donc elle appartient à A. F de x égale f de x, hein, quand je prends hy de x, ça fait f de x. Et hy de y, mais y c'est x. Donc ça fera f de x inférieur ou égal à epsilon sur 2 plus f de x, qui est automatique. Donc c'est bon. C'est y différent de x, on applique le lemme4, il existe hy appartenant à A, vérifiant ça, elles sont continues, et je pose w égale la différence, qui est continue en y, puisqu'elle est continue. Donc, il existe vy ouvert, appartenant donc à v voisinage de y, tel que z appartient à v de y, vy implique ça. Mais wy égale hy de y moins f de y est égal à epsilon sur 2. Ça s'écrit comme ça. D'accord? Et comme et ça, c'est égal à epsilon sur 2. D'accord? Et ça va faire epsilon sur 2 moins epsilon sur 2. Donc si z appartient à vy, en fait, j'ai ça. Et en rajoutant f de z partout, j'ai ça. D'accord? Voilà. Les vy forment un recouvrement du contact E par des ouverts non extraits sur recouvrement fini. On appelle G égale l'inf des h de yk. Donc il appartient à la barre. Hein, parce que les h de yk, eux, enfin les hy qu'on avait fait avant, ils appartenaient évidemment à A. D'accord? Voilà. Donc là, on est dans h bar. Alors, y appartient à E. Donc il existe un cas tel que y appartient à v de yk, puisqu'on a un recouvrement. Et donc on a ça. On passe à l'inf. Et donc on va obtenir ça. D'accord? Parce que j'ai posé gx égale l'inf. De plus, hyk de x est égal à f de x quel que soit k. Donc quand on passe à l'inf, on a gx de x égale f de x. Conclusion, quel que soit epsilon positif, quel que soit x appartenant à E, il existe une fonction gx appartenant à la barre, vérifiant ça, et ça, quel que soit y appartenant à E. Gx moins f est continu, donc continu en x, et gx moins f de x est égal à 0, puisque gx de x moins f de x est égal à 0. Donc, il existe un voisinage ouvert de x, tel que, si ça c'est inférieur à... ça c'est inférieur à epsilon, quel que soit y appartenant à ux. Voilà. Donc, ça me fait ça. D'accord? Quel que soit y appartenant à x. E est compact, on en extrait un sous-recouvrement, on recommence. Fini de E. D'accord? Donc, ça fait ça. Et si je prends y appartenant à E, comme tout à l'heure, il existe un cas tel que y appartient à uxk. Donc, je vais obtenir moins epsilon inférieur ou égal à gxk de y moins f de y inférieur ou égal à epsilon. D'accord? Je pose g égale l'inf des gxk. Donc, il appartient
à l'adhérence de A, c'est-à-dire à l'adhérence de A. D'accord? Donc, grâce à ça, j'obtiens que moins epsilon, et je passe à l'inf là-dedans, est inférieur ou égal à g de y, moins f de y est inférieur ou égal à epsilon, et donc j'ai ça, quel que soit y appartenant à E. Donc, le sup de ces trucs-là pour y appartenant à E, ben, c'est la norme. Donc, la norme de g moins f est inférieure ou égale à epsilon, quel que soit f appartenant à CER. Et quel que soit epsilon positif, il existe g appartenant à A bar, tel que l'on a ça. Donc, ça veut dire que en fait que f appartient, ça veut dire que ça veut dire que f appartient à A bar, puisque A bar bar, d'accord? Et donc, ça veut dire que CER est inclus dans A bar, d'accord? Parce que ce truc-là, ça veut dire que f appartient à A bar bar, qui est égal à A. Voilà. Donc, CER est inclus dans A bar, et donc ça veut bien dire que, évidemment, comme A bar est inclus dans CER, A bar est égal à CER. Voilà, et ça, c'était ce qu'on voulait démontrer, c'est bon. Pour toute fonction continue de AB vers R, il existe une suite Fn de fonctions polynomiales qui convergent uniformément vers F. Démonstration, on se place là dans le cas où E est le segment AB de R, donc compact, et on prend A, l'ensemble des fonctions polynomiales restreintes au segment AB à valeur dans R. F appartient à A implique que F est continu, les polynômes sont continus, donc on a ça. Donc A est bien inclus dedans. Et A est évidemment une sous-algèbre de CER, parce que si F, G sont deux polynômes, et lambda appartenant à R, lambda F plus G et F fois G sont des polynômes. Et les fonctions constantes sont aussi des polynômes, et si X, Y appartiennent à AB et que X est différent de Y, je prends le polynôme qui T associe T, il vérifie F de A égale A et F de B égale B, donc F de A différent de F de B, donc A sépare bien tout X et Y. On applique donc le théorème de Stone-Weierstrass et on obtient que l'adhérence de A est égale à CER. Donc quel que soit F appartenant à CER, il existe une suite Fn de A, donc une suite de fonctions polynômes qui convergent dans CER vers la fonction F. Donc ça se traduit comme ça, et donc comme ça. Et ce qui veut dire ça. Donc ça veut dire que la suite Fn converge uniformément vers F. Alors là, parce qu'il me restait un peu de place, j'ai mis juste un exemple avec la fonction exponentielle qui est continue, même de classe C infinie. On sait qu'elle est égale à ça, et que cette suite-là converge uniformément sur le disque fermé, n'importe quel disque fermé, puisque le rayon est infini, vers la fonction F. Donc en particulier sur 0,1. C'est aussi le cas si on prend f de x égale sinus x, en prenant cette fois-ci fn de x égale la somme de 0 à n des x à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel multiplié par moins 1 puissance k. Tout ça, c'est des polynômes. Théorème de Stone-Weierstrass dans le cas complexe, D est un espace métrique compact. A est une C sous-algèbre de l'espace des fonctions continues, de l'algèbre des fonctions continues de E vers C. Vérifiant, A contient les fonctions constantes, alors elles vont de E vers C bien sûr. A sépare les points de E, et quel que soit F appartenant à A, le conjugué, c'est la fonction F bar qui à X associe le conjugué de f de x dans C. Et on suppose qu'à chaque fois, le conjugué est dense. Alors, A est dense dans l'espace CEC pour la norme de la convergence uniforme. Démonstration, A0, l'ensemble des fonctions à valeur dans R, différentes vides parce que la fonction nulle appartient, les fonctions constantes d'ailleurs appartiennent toutes à A0, et de plus, si FG appartient à A0 et lambda appartient à R,
lambda f plus g ainsi que f fois g sont dans A0, qui est donc une R algèbre de A de plus quel que soit f appartenant à A. Partie réelle de f qui est égale à ça appartient à A0, et partie imaginaire qui est égale à ça appartient à A0 aussi. Et f est égal à partie réelle de f plus i partie imaginaire de f. Si x, y appartiennent à E avec x différent de y, c'est par les points, donc il existe f tel que f de x différent de f de y, alors partie réelle de f en x est différent de partie réelle de f en y, ou bien imaginaire de f en x est différent d'imaginaire de f en y, parce que sinon on aurait l'égalité ici, et donc grâce à cette formule-là, on aurait que f sera égal à g. Donc A0 sépare les points de E, puisque soit on prend cette fonction-là, qui vérifie ça, soit on prend cette fonction-là, qui vérifie ça. A0 remplit donc toutes les conditions du théorème de Bolzano-Weierstrass cas réel, et donc il est dense dans cet espace-là. Soit f, une fonction de CEC, f1 la partie réelle, f2 la partie imaginaire, sont évidemment dans CER, et il existe, parce qu'elles sont continues, il existe UV appartenant à 0, donc tel que l'on met ça et ça, puisque densité de A0. Soit alors G égale U plus IV, qui appartient à A, car UV appartient à A0, donc dans A. Et on a cette formule qui est tout à fait évidente, d'accord, les parties réelles au carré plus partie imaginaire au carré. Et donc ça c'est inférieur ou égal à norme de U moins F1 au carré, plus norme de V moins F2 au carré. Et donc inférieur à epsilon 2 sur 2, plus epsilon 2 sur 2 égale epsilon 2, quel que soit x appartenant à E. Donc on a ça, quel que soit x appartenant à E. Et donc quand on passe au sup, on a ça. Donc quel que soit epsilon positif, il existe G appartenant à A tel que G moins F soit, alors hein, je le redis que G c'était U plus IV. Oui. En norme inférieure ou égale à epsilon, ce qui veut dire que F appartient à A bar, donc il y a égalité, donc d'où le résultat. Voilà. Alors notation pour la suite, les polynômes trigonométriques complexes, ce sont les fonctions de ce type-là, où les CK appartiennent à C. P de pi, l'ensemble des fonctions continues de pi périodiques de R vers C, bah, c'est une sous-algèbre de l'algèbre des fonctions continues de R vers C, c'est évident. Et T, l'ensemble des polynômes trigonométriques, des fonctions polynomiales trigonométriques complexes, est une sous-algèbre de P de pi, ça aussi. Théorème, donc théorème de Stone-Weierstrass dans le cas complexe. Toute fonction de pi périodique continue de R vers C est limite uniforme d'une suite de polynômes trigonométriques complexes. Donc dans petit 1, avec ce schéma-là, on θR la topologie sur R classique, θ la topologie quotient sur x égale R sur 2 pi z. Je rappelle que U est ouvert si et seulement si pi moins 1 de U, c'est-à-dire l'ensemble des x appartenant à E tel que x point appartient à U, est un ouvert de R. On sait que pi est continu. J'appelle S le disque, l'unité sur C, et je considère phi qui a x appartenant à R associe exponentielle x, qui est évidemment continu, et exponentielle x appartient à S. On a vu en construisant l'argument, j'y reviens pas parce que c'est assez long, chapitre ensemble sur les nombres complexes, que psi qui à x point appartient à x associe exponentielle x appartient à S est défini et que c'est un homéomorphisme. S est une partie fermée bornée de C, donc compacte, et donc x égale psi moins 1 de S est compacte, puisque psi moins 1 est continu. Deuxième partie, avec ce schéma-là, si f est une fonction de pi périodique de R continue de R vers C, alors si classe de x est égal à classe de y, on a f de x égale f de y, ce qui permet de définir la fonction f point, qui a x point associe f de x. Parce
puisque c'est indépendant du représentant choisi pour la classe. On a f égale f point rond pi, et on sait, cours de topologie, que comme f est continu, f point est continu. Réciproquement, si u, donc ça serait de là, ça serait ici, est continu, alors w égale u rond pi est continu, de pi périodique, puisque l'on a ça, et de plus, évidemment, u égale w point. On peut donc définir psi, qui a u appartenant à CXC, l'ensemble des fonctions continues de x vers c, à ceci u rond pi, qui appartient, qui appartient à l'ensemble des fonctions de pi périodiques continues. Alors lui, c'est un sous-espace de ça, c'est même mieux qu'un sous-espace, c'est une sous-algèbre en fait. On a vu que psi est surjective, ça on l'a vu juste avant, et par ailleurs on a ça, d'accord. Voilà, ce qui nous dit que psi est un homomorphisme de C algèbre. De plus, la norme de psi de u qui est égale à la norme de u rond pi est égale au sub des u rond pi de x quand x appartient à R, mais quand x décrit R, pi de x décrit toutes les classes en fait de grand X, donc c'est égal à ça, est égal à ça. Donc ça nous dit deux choses, que c'est injectif et que c'est donc bijectif puisque c'était surjectif et que c'est une isométrie, et donc psi et psi moins 1 vont être continus, et donc c'est un homéomorphisme, soit T l'ensemble des polynômes trigonométriques complexes, donc ils sont comme ça, d'accord. C'est une sous-algèbre évidente de la C-algèbre, ça, d'accord. Parce que, déjà, elle contient les fonctions constantes, ça sera important pour la suite, et donc notamment, elle contient ces deux-là. Et puis, on a ça qui est évident. Et si U appartient à T, on a U bar de X est égal à ça, qui est égal à ça, qui montre que U bar, alors U bar c'est le conjugué, appartient à T. Donc, et par ailleurs, comme si c'est un isomorphisme, A égale psi moins 1 de T va être une sous-algèbre, puisque T est une sous-algèbre de la C-algèbre CRC, l'autre va être une sous-algèbre de CXC. Voilà. Et qu'il contient les fonctions constantes, parce que la fonction classe de X donne K, K appartenant à C, c'est égal à psi moins 1 de la fonction qui à x fait correspondre k et qui elle appartient bien effectivement à t, d'accord. C'est le cas où A0 est égal à k puis tous les autres valent 0. Voilà, si w appartient à A, u est égal à psi w appartient à t, et si x appartient à R, le conjugué de w en x point est égal au conjugué de u de x qui est égal à conjugué de u en x, et u conjugué de u, on a vu, appartient à t. Donc u bar égale psi de w conjugué, du conjugué de w, et oméga, w conjugué est égal à psi moins 1 du conjugué de u, et donc appartient à A, puisque l'autre appartient à t. Enfin, si x point et y point appartiennent à x, et qui sont différents, et donc on a ça, soit u, la fonction qui à t fait correspondre à l'exponentialité, évidemment continue, appartient à t, et u point est égal à psi moins 1 de u appartient à A. U point de x point est égal à u de x est égal à ça, u point de y point est égal à u de y est égal à ça, et qui est donc différent de u point de x point parce que ça c'est différent de ça, parce que y est différent de x plus 2k pi. Donc u point appartenant à A sépare x point et y point. Voilà, et donc quand on résume, on a une sous-algèbre qui contient les fonctions constantes, qui respecte la conjugaison, qui sépare les points, et par ailleurs on a x qui est compact. Donc on peut appliquer le théorème de Stone-Weierstrass version complexe, et il nous dit que, alors là c'est plus le conjugué, c'est l'adhérence de A qui est égale à C de XC, et donc l'adhérence de T, comme si est un homéomorphisme qui est égal à l'adhérence de psi de A, qui est égal à psi de l'adhérence de A. Et l'adhérence de A, c'est C. Et donc, on va obtenir que l'adhérence de T, ça va être ça. Donc, on a le résultat, parce que si F appartient à P de pi, c'est-à-dire si F
est une fonction de pi périodique continue, et bien ça nous dit qu'il existe une suite Fn de t qui converge vers f, et donc on va avoir ça. Et ça veut dire que le sub pour x des valeurs absolues, enfin des modules de Fn de x moins f de x tend vers 0. Et ça veut exactement dire que la fonction Fn converge uniformément vers la fonction f. Quelques remarques de topologie à partir de choses que j'ai dites dans la démonstration précédente et qui semblaient presque évidentes, mais je veux bien les redémontrer un petit peu. D'abord, pour démontrer que A est une sous-algèbre de l'algèbre, il faut aussi vérifier ça. Mais en fait, nous, on avait affaire à des espaces de fonctions, et le 1, c'était la fonction qui à x donne 1, et donc c'est une fonction constante, et à chaque fois, on avait vérifié que A contenait les fonctions constantes. Donc même si j'ai oublié de le lire, c'est pas grave. Le retour à ça, là, pour la convergence uniforme. Si f appartient à Cx, C les limites de Fn qui appartiennent donc suite de A, ça se traduit comme ça. D'accord? C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'on a ça. Et donc j'ai bien Fn qui converge uniformément vers F. Troisième chose, si psi est un homéomorphisme et que A est inclus dans E, alors l'adhérence de psi de A est égale à psi de l'adhérence de A. Bien, A est inclus dans l'adhérence de A, donc psi de A est inclus dans psi de A bar. Et psi de A bar il est fermé parce que psi de A bar c'est psi moins 1 moins 1, ça fait psi, de A bar. Et A bar c'est un fermé. Et psi moins 1, et c'est psi en fait, mais bon, c'est pas grave, psi, et continue. Donc, image réciproque d'un fermé, eh bien, ça va être un fermé. Donc, psi de A bar est fermé. Et on a cette inclusion, par ailleurs, qu'on vient de démontrer. Et donc, comme l'adhérence de psi de A, c'est le plus petit fermé qui contient psi de A, et c'est en fait l'intersection de tous les fermés qui contiennent psi de A, donc c'est inclus dans tous les fermés qui contiennent psi de A. Donc ici, l'adhérence de psi de A va être inclue dans psi de A bar. Et on fait la même chose avec B égale psi de A, donc A égale psi moins 1. Donc ce qui va remplacer A, ça va être B, et puis psi, ça va être psi moins 1. Et donc je vais obtenir que l'adhérence de psi moins 1 de B est inclue dans psi moins 1 de l'adhérence de B. Et donc psi moins 1 de B, c'est A, donc ça fait l'adhérence de A est inclue dans ça, puis je prends pi après. Donc ça fait que psi de l'adhérence de A va être inclus dans B bar, c'est-à-dire l'adhérence de psi de A. Et donc, c'est gagné. Parce que j'ai cette inclusion et j'ai celle-là, donc j'ai l'égalité. On peut démontrer que ça c'est compact en se passant du disque unité. Alors, soit on prend une famille d'ouverts qui recouvre X, donc c'est comme ça. On prend pi-1, donc ça fait R égale pi-1 de l'union, qui est égal à l'union des pi-1 de UI, ça c'est des ouverts, d'accord, que j'appelle WI. Et j'ai donc, puisque R est égal à ça, lui il est inclus, d'accord. Il est inclus, et donc ça va me donner tout de suite, j'ai ça, voilà, et les WI sont des ouverts de R, d'accord. Donc, et 0,2 pi c'est un compact, c'est fermé borné. Donc il existe un sous-recouvrement fini, comme ça, et quand je prends pi de ça, il est inclus dans pi de l'union, d'accord, qui est inclus dans l'union des pi de oméga i. Alors, les oméga i, c'est les pi moins 1 de ui. Donc ça, c'est inclus dans, je vous laisse vérifier, y penser, c'est inclus dans l'union des ui. Voilà. Les pi de 0,2 pi, ça c'est évident, c'est carrément, c'est tout x. On fait tout x avec ça. Et donc, puisque c'est une relation d'équivalence modulo de pi. Donc, x est inclus dans ça. Donc, je suis parti d'une famille d'un recouvrement ouvert, j'en ai extrait un sous-recouvrement fini, donc x est compact.